Bonjour à vos auditeurs et bienvenue pour cette seconde partie de vidéo à propos du lieu d'évacuation. En clôturant la précédente vidéo, j'avais parcouru quelques annonces de maisons pas chères au milieu de la campagne. Le bas coût a une contrepartie. L'argent qui n'est pas mis initialement sera mis dans le temps. En gros, si une maison n'est pas chère, c'est qu'il y a une raison. Que cherche-t-on avec cette maison refuge? Nous cherchons un point de chute. Quitter son domicile de citadin s'il n'a pas été possible de le faire pour des raisons X ou Y. Avoir un chez-soi pas cher qui, en cas de crise, pourra être remboursé même avec un SMIC à temps partiel. Avec les taux actuels, voici 3 exemples de remboursement de crédit. 40 000 euros durant 20 ans correspond à un remboursement de 254 euros par mois. 50 000 euros durant 15 ans correspond à un remboursement de 378 euros par mois. Et pour finir, 80 000 euros sur 20 ans correspond à un remboursement de 501 euros durant 20 ans. Il est nécessaire d'ajouter à cela un abonnement EDF si on souhaite un raccordement à l'électricité, un abonnement pour l'eau, une taxe d'habitation, une taxe foncière, une taxe d'ordure ménagère. Aïe, oui, ça fait mal. La taxe d'habitation a disparu sauf pour les résidences secondaires. Il ne s'agit donc pas d'un investissement à faire à la légère. D'où l'idée de faire de son point de chute son lieu de vie pour éviter la double dépense. Les dépenses présentées aujourd'hui ne sont pas dans le cadre d'une hypothétique apocalypse zombie, mais pour améliorer son quotidien dans un monde effondré. Nous sommes toujours dans le cadre de la base de la pyramide de Maslow. Assurer le minimum vital. Boire, manger, dormir, éliminer, se protéger des températures extrêmes, santé, hygiène, se reproduire. Voyons les points à améliorer dans ces maisons et par lesquels commencer. Je pars toujours du principe que les murs et le toit sont viables. S'ils ne le sont pas, on commence par ça, très gros billet en perspective. On commence. Le point numéro 1, l'eau. La maison doit avoir un puits, une source ou une rivière à proximité. Si ce n'est pas le cas, on peut penser au forage. Attention, on n'est pas censé pouvoir forer comme on le souhaite. Il est utile de se renseigner sur la question. Une autre solution est le stockage de l'eau. Prévoir de grandes cuves pour s'assurer l'accès à l'eau. Selon l'OMS, un humain a besoin entre 7,5 et 15 litres d'eau par jour. On peut mettre des cuves en extérieur, cependant, en cas d'effondrement ou de canicule, ces cuves seront convoitées. En Australie, le prix de l'eau a atteint des sommets après que la spéculation ait été autorisée sur cette dernière. Les agriculteurs se font actuellement voler des stocks en pleine nuit, des milliers de mètres cubes. Comme on a moins tendance à vouloir ce que l'on ne voit pas, j'opterai plutôt pour des cuves enterrées, béton, plastique ou maçonnées. De quelques centaines d'euros quand on creuse et maçonne à la main à plusieurs milliers d'euros quand une entreprise s'occupe du chantier. Le choix de chacun est en fonction de ses moyens et du temps dont on dispose. Il va également être nécessaire de potabiliser son eau. Filtre à gravité, céramique ou charbon, osmose inverse, système complexe de filtre avec UV. Ces systèmes ont un coût, plus le temps passe et plus ils augmentent. Mon Crown Berkey m'a coûté 395 euros en 2009, il coûte actuellement 540 euros. La survie avec du matériel de basse qualité est un pari risqué. Pour la cuve inox, ce n'est pas grave. Pour les filtres, en revanche, mieux vaut miser sur la qualité. Pour plus de renseignements sur l'eau, je conseille le livre du mouton résilient, Résilience, l'autonomie en eau. Je vous mets le lien dans la description. Je n'ai pas intégré ici le raccordement du système de stockage avec le circuit d'eau de la maison. Dans l'état actuel des choses, il faudrait prévoir 2 circuits d'alimentation distincts et donc prévoir de refaire toute la plomberie de la maison, soit 4 300 euros de plomberie sans le surpresseur, environ 5 000 euros avec le surpresseur et 5 800 euros avec l'équipement de potabilisation de l'eau. Il s'agit là de tarifs pour l'exemple qui va suivre. Continuons. Le point numéro 2, le chauffage. Si l'évacuation a lieu en hiver, il sera possible d'avoir à parcourir des dizaines voire des centaines de kilomètres sous la neige pour atteindre son point de chute. Pouvoir se réchauffer à l'arrivée est primordial. Pour les moins bricoleurs, je propose d'opter pour une cuisinière à bois ou un poêle à bois intégrant une plaque pour la cuisson. Pour les plus bricoleurs, un rocket stove couplé à une masse réfractaire permet un meilleur rendement, une meilleure chauffe dans le temps. On a donc besoin de moins de bois qu'un poêle pour arriver à la même température et la chaleur se conserve plus longtemps. Petit plus pour le rocket stove, ce dernier émet peu de fumée. Il est donc possible de se chauffer et de cuisiner efficacement sans révéler la présence d'habitants dans la maison. Les tarifs. Moins d'une centaine d'euros pour la conception maison du rocket stove. Poêle de masse à plusieurs milliers d'euros pour la cuisinière bois bouilleur de luxe. Là encore, il y en a pour toutes les bourses.
Si on n'est pas bricoleur et qu'on a peu de moyens, sur Le Bon Coin, on trouve des personnes qui donnent des cuisinières à bois ou qui les vendent à très bas prix. Le côté galère réside dans le transport du point A au point B. Personnellement, j'ai trouvé une cuisinière Gaudin en parfait état pour 250 € à 15 minutes de route de chez moi. Le luxe. Le facteur temps a beaucoup joué. Quand on a le temps d'attendre, de chercher la meilleure option, d'être exigeant, cela change tout dans la préparation. Je reviendrai sur le facteur temps. Pensons que l'élément de chauffe seul ne suffit pas. Sur la miniature de la vidéo, l'intelligence artificielle a sorti une jolie couleur. Mais la logique de la machine n'est pas infaillible. Un poêle devant une fenêtre? Sérieusement? Il manque un élément fondamental, l'évacuation des fumées pour éviter de finir en fumée. Il faut penser à la fumisterie qui accompagne tout élément de chauffe au bois, rigide ou non, isolé ou non, à vous de voir. Pensez aussi aux éléments d'entretien de cette fumisterie. Tout tirage mal entretenu provoque une baisse du rendement et donc un apport de combustible plus important pour le même résultat. Nous n'en sommes pas à couper notre bois à la scie, mais si un jour ça devait arriver, on souhaiterait une optimisation de ce rendement. D'ailleurs, pour utiliser la scie le plus tard possible, pensons à stocker notre bois. Plus on l'achète humide et moins il coûte cher. Cette technique nécessite d'avoir un lieu de stockage sûr car actuellement on voit déjà des vols de bois. Allez, point numéro 3, l'isolation thermique du lieu. Chauffer c'est bien, mais garder la chaleur c'est mieux. Règle élémentaire, plus la surface est grande, plus il faut de l'énergie pour chauffer. Donc plus de bois, plus de travail à fournir et de manutention. Isoler son point de chute passe par avoir de bonnes fenêtres et si possible des volets, aussi bien pour la sécurité que pour l'isolation thermique. Isolation des murs, sols et plafonds. Ouate de cellulose, laine de verre, chanvre, paille, laine de mouton, matériaux issus de la pétrochimie. Aïe, j'ai perdu certains sur ce dernier mot. Encore une fois, chacun fait comme il peut avec ses moyens. Si le point de chute a plusieurs pièces, il est possible de les isoler une par une. On isole la pièce principale, puis on investit au fur et à mesure dans l'isolation des autres pièces. Prendre le temps de s'occuper d'au moins une pièce permet en cas de repli de ne pas trop subir la morsure du froid. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai isolé la première pièce, puis une chambre, puis une autre, les sols, le plafond. J'ai clairement vu une différence. Il faut supprimer les courants d'air aussi. Et pour finir, s'occuper de l'humidité. L'humidité donne une sensation de froid. Elle est aussi responsable de maladies pulmonaires. De nos jours, des étudiants qui n'ont pas les moyens de chauffer efficacement leur logement tombent malades. Le froid constant, l'humidité, le développement des champignons sur les surfaces sont néfastes. J'ai connu une personne qui a attrapé une pneumonie à cause de son logement mal chauffé. Il ne s'agit pas de se dire « c'est ok, je suis fort ». Le corps a certains besoins. On peut, à court terme, faire abstraction, mais sur le long terme, notre santé en prendra un coup. Le prix de l'isolation à présent. Une ouverture des prix à 400 € pour une fenêtre si on la fait poser par un professionnel. De 10 à 35 € par mètre carré pour les matériaux comme la ouate, la laine de mouton, le chanvre. Environ 80 € par mètre carré pour le liège, 20 à 50 € par mètre carré pour la laine de roche. Je vous mets un lien en description du site d'où j'ai tiré mes informations. Vous pourrez voir le calcul en fonction du R. Le R étant la résistance thermique, c'est la capacité d'un matériau à ne pas laisser passer la chaleur ou le froid. Mettre les moyens pour isoler son logement permet d'économiser du travail de coupe de bois pour les années à venir. Pensez à la scie manuelle vraiment. Nous avons un lieu pour dormir, nous avons de quoi avoir chaud, nous avons un lieu pour préparer les repas. Une fois le repas rentré, il faut bien qu'il ressorte à un moment. Numéro 4, les sanitaires. Le système le plus répandu en France actuellement sont les toilettes à l'eau potable s'il vous plaît. En suivant le raisonnement depuis le début, on en est à stocker de l'eau dans des cuves pour ne pas en manquer. Alors il serait dommage de la jeter dans les toilettes. J'opterais pour des toilettes sèches, un stockage dans des bacs à compost hermétiques par rapport au sol et à l'abri de la pluie. On laisse le tout se dégrader avant de l'utiliser dans le jardin ou au pied des arbres que l'on a plantés. Ayant entendu plusieurs sons de cloche quant au temps nécessaire à la décomposition, je vous laisserai faire vos propres recherches. De rien, c'est cadeau. L'autre avantage des toilettes sèches est que pour ceux qui sont reliés à un réseau d'évacuation collectif, si les pompes qui gèrent l'évacuation tombent en panne, on peut quand même évacuer nos déchets. Bref, l'effondrement a fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en description. Pour les plus terre-à-terre qui se disent qu'ils vont faire un trou dans le sol et créer une cabane au fond du jardin par-dessus, si on peut éviter de polluer l'eau de la nappe juste en dessous, ça peut être pratique, surtout si on la capte via un puits ou un forage. Pour le papier toilette, je vous laisse avec vous-même pour choisir votre solution. Point numéro 5, la sécurité du lieu.
Attention aux volets électriques qui n'ont pas de déblocage manuel, vous risquez d'être privé de lumière du jour. Si vous ne vivez pas à temps plein sur votre lieu d'évacuation, il va falloir sérieusement sécuriser le tout. En ville comme à la campagne, les cambriolages ont lieu. Une haie naturelle ou non autour du terrain permet d'éviter les regards indiscrets. Le jour où l'on fera notre potager, le protéger de la vue des promeneurs est une excellente idée. S'il est possible d'éviter de se faire déposséder de ces outils, c'est un plus. Une porte blindée, c'est bien, mais si on n'est pas là et qu'ils décident de passer par la fenêtre, c'est dommage. Bien agacés, les cambrioleurs entrent n'importe où. D'autant plus si la maison est à l'abri des regards. Ce qui nous protège devient notre faiblesse. Un système d'alarme connecté? Pourquoi pas, mais ça coûte un billet pour l'abonnement. Une autre bonne technique sont les voisins, mais cela implique de les connaître, de s'entendre avec eux. Notre point de chute ne peut dès lors pas être uniquement un point de chute. En plus des travaux, il faut s'impliquer dans la vie locale. Si on ne souhaite vraiment pas vivre sur place, mais que l'on souhaite quand même équiper notre lieu, l'autre option est la seconde paroi. Je m'explique. Nous pensons à un effondrement, des pénuries, une insécurité. Arriver dans un lieu non optimisé, sans les connaissances nécessaires pour faire pousser sa nourriture, sans terre préparée, sans serre, sans rien, revient bien souvent à un suicide. Il ne sera pas possible de frapper à la porte du voisin pour quémander à manger. Vous connaissez l'histoire de la cigale et la fourmi? Ben pareil. Donc, l'autre solution est de stocker de la nourriture ayant une très longue conservation, des rations de survie. Ce stockage ne se fera pas n'importe comment, il se fera via une double paroi. L'idée est de rénover une pièce. On pose l'isolation et l'habillage du mur. Puis sur un mur, on garde 20 à 30 cm. Ce mur sera intégralement recouvert d'étagères. On pose des rations longue conservation, puis on crée un mur devant. On termine les travaux de la pièce. L'inconvénient de cela, ce n'est pas accessible facilement, donc on opte pour une très longue conservation. Si on veut récupérer quelque chose, on doit détruire tout le mur. Autre point, on ne peut pas percer ce mur au risque de léser les aliments derrière. On peut prendre une marge de sécurité au pire, mais une pièce significativement plus petite que les autres attirera l'attention des plus observateurs. En plus de cela, il faut sécuriser les aliments d'éventuels nuisibles, souris ou autres qui pourraient évoluer dans le mur. Stocker la nourriture, c'est bien, mais être capable de la produire, c'est mieux. Le stockage ne revient qu'à déplacer le problème ultérieurement. Je vous mets dans la description un lien vers une vidéo de pièces secrètes. Ces pièces qui offrent un accès facile sans avoir à démonter tout le mur. Je ne suis pas fan du projet car il y a des lieux évidents où chercher. Sous l'escalier, sous la baignoire, les combles et quand on regarde la configuration d'une maison, on se rend bien vite compte qu'un gros espace manque, alors que 20-30 cm, ça passe. Le point numéro 6, les outils. Être équipé pour être autonome, c'est une base. De quoi entretenir un jardin et un potager, de quoi bricoler et du stock de matériel, se référer à mes vidéos sur le sujet. Point numéro 7, l'électricité. Ce n'est pas un élément de survie à proprement parler, car on a longtemps vécu sans électricité. Cela permet juste d'avoir plus de confort. La réfection aux normes de l'électricité dans une maison coûte entre 90 et 100 € hors taxe par mètre carré. Ainsi, les autres dépenses plus vitales doivent sans doute passer en priorité. Un système photovoltaïque si on ne souhaite pas se raccorder au réseau, de préférence à l'abri des regards. Pour le dépannage ou de l'appoint, une powerbank avec ses panneaux solaires. Si c'est vraiment la crise, de l'électricité attirera de la convoitise. On voit de loin les lumières allumées la nuit. Voilà pour les différents points. Je ne peux que vous inciter à débuter votre installation au plus tôt si vous êtes encore en ville. Maintenant, je vais chiffrer cela pour une maison de 40 mètres carrés. J'ai trouvé celle-là sur le Bon Coin. Donc achat de la maison, 28 000 €. On passe à 31 000 € en incluant les frais de notaire. Ensuite, on fait enterrer la cuve à eau de 3 000 litres par un professionnel, ça coûte 4 000 €. La plomberie dans cette maison a l'air effective. Et sinon, si on souhaite un double réseau, c'est environ 6 000 €. Installer une cuisinière à bois sur le conduit existant, 300 € la cuisinière et 500 € pour le tubage. On a de la chance, la cheminée est déjà maçonnée, il n'y a plus qu'à la tuber. L'isolation en polystyrène extrudé, 430 € pour le sol sans la pose, 1 900 € avec la pose. Plafond, 1 360 € pour isolation en chanvre. Il s'agit de la d'isolation posée à plat et non sur les rampons. 1 900 € avec la pose. Le prix identique entre le sol et le plafond est dû à un R différent entre les matériaux. À présent, l'isolation des murs par l'intérieur. Cela revient à 375 € sans la pose, à 4 500 € avec la pose. Si on prend en compte tous les murs intérieurs pour éviter les ponts thermiques, ça fait une sacrée différence de prix entre le fait maison et le fait par un professionnel. Un changement de fenêtre, 400 € par fenêtre. Changement de la porte pour une porte blindée, à peu près 2 500 €.
Réflexion de l'électricité, on part sur 4 300 € pour tout avoir avec les nouvelles normes. 6 000 € pour l'eau pour avoir le second système à l'intérieur de la maison, pour avoir le surpresseur et pour avoir également le filtre UV. Du coup, un projet basique coûte 63 000 € en passant par des professionnels et environ 50 000 € pour une exécution personnelle. J'attire votre attention car lors d'un chantier, on a souvent des surprises. Prévoir au moins 10% pour les frais surprises, 10% de marge dans l'achat des matériaux pour les erreurs et les pertes dues aux découpes. Terminons par le facteur temps. Avoir le temps de s'informer, de chercher, avoir le temps d'exécution des travaux, de faire des erreurs, avoir le temps de voir ces arbres fruitiers que l'on a plantés fructifier, avoir le temps de nouer des relations avec ses voisins. Oui, on peut se dire qu'un effondrement soudain n'aura pas lieu, que la lenteur du processus nous laissera le temps, mais encore faut-il commencer un jour. Une petite maison pas chère peut nous sécuriser, nous permettre de planter notre nourriture, nous éviter d'avoir des courses à faire chaque semaine, ne pas vivre comme étant une rupture de la normalité, une décroissance imposée. Au final, j'ai quand même plus l'impression que les survivalistes sont plus écolos que les écologistes, qui prônent le tout électrique. Pas de greenwashing, on plante des arbres pour se nourrir, on plante des arbres pour se chauffer. On vit avec la nature car de toute façon c'est elle qui va nous nourrir et ça on le sait bien. Ah, et pour l'évacuation dans les bois. Oui, je vous avais promis d'en parler. Valable pour un effondrement soudain. La majorité des forêts sont privées. Investissement, un sac de survie. Pénibilité plus en cas de pluie continue comme on a pu l'observer ces derniers mois. Faible résilience face à une sécheresse. Stress de la sécurité corporelle et alimentaire. Honnêtement, trop de facteurs de maladie pour moi là. Ok, voilà, j'ai terminé. Mince, il manque pas mal de choses, mais là encore, nous sommes sur du basique. Pour une partie des équipements non cités, il y a les vidéos sur le stock à moindre coût. De votre côté, où vivez-vous? Urbains ou ruraux? Êtes-vous de ceux qui pensent qu'un lieu d'évacuation, ça ne sert à rien? Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il n'y aura rien? Dans ce cas, l'algorithme YouTube vous a conduit ici par le plus grand des hasards. Ai-je oublié des choses sur les éléments à installer dans les tout premiers temps? Si oui, je vous laisse mettre tout ça en commentaire. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres et du like sous la vidéo. Et bisous bisous!